Bonjour, Yaurana. Alors, heureuse de voir des visages sur des prénoms, hein, parce que je travaille avec beaucoup d'enseignants, certains que j'ai rencontrés, et puis d'autres, très heureuse enfin de vous avoir en face de nous. Donc, je suis Sandrine Penny, l'orthophoniste au centre de consultation spécialisé de l'hygiène de la santé, situé au CME. Donc, je vais vous présenter l'orthophonie. En gros, donc, je vais partir d'une fiche, hein. Donc, c'est un professionnel de santé qui agit sur prescription médicale. Alors, si vous avez le médecin référent de votre école, c'est beaucoup plus simple puisque nos prescriptions sont gratuites à ce moment-là. Si vos enfants ont leur pédiatre ou leur médecin traitant, ils se dirigent vers leur médecin traitant. Mais c'est vrai que moi, je préfère que ce soit nos médecins parce que nos médecins font passer des tests spécifiques aux troubles des apprentissages. Donc, ils ont un autre regard. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent arriver avec leur prescription de leur médecin en libéral. Donc, voilà, déjà une première chose, vous en parlez à nos médecins qui prendront rendez-vous avec eux et qui décideront s'il s'agit d'une demande de rendez-vous pour un bilan orthophonique ou pour un bilan en psychomotricité. Alors, les missions de l'orthophoniste, là aussi, elles sont larges, elles sont vastes et variées. L'orthophoniste, elle est en charge des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage oral et écrit. Nos compétences peuvent aussi être sollicitées en matière de déglutition et de motricité bucco-faciale. Alors, nos champs d'action. L'orthophonie, pour qui, pourquoi? On pourra faire appel à l'orthophoniste si vous voyez que l'enfant a un trouble du raisonnement logico-mathématique, un trouble du calcul, des difficultés pour les structures logiques, des troubles durables pour les opérations, pour comprendre et résoudre les problèmes. On parle alors de dyscalculie. Vous pourrez aussi faire appel à une orthophoniste si l'enfant a du mal avec le langage écrit, des difficultés pour lire, pour écrire, si l'écriture est illisible, s'il y a des sauts de ligne, s'il confond, s'il inverse, s'il omet des lettres. Donc là, on parle de dyslexie et de dysorthographie. Et pour nous, en maternelle, donc si vous avez des enfants qui ont des troubles du langage oral, qui ont des difficultés pour parler, pour comprendre, qui ont des sons qui sont mal produits, qui ont un vocabulaire insuffisant, des syntaxes mauvaises, on parle alors de troubles d'articulation, de retard de parole, de retard de langage et de dysphasie et de bégaiement. Voilà. Donc, nous, on est quand même dans le champ du retard et du trouble, les orthophonistes. Mais voilà, tout est en fonction des âges. Il y a des retards qui vont se combler et d'autres qui vont aller vers le trouble. Et donc, votre regard aiguisé va aider au diagnostic. Sachez que aucun bilan, aucun retour d'un enseignant ne sera fait pour rien. Vaut mieux juste une interpellation au médecin pour rien, pour un avis, que de laisser un enfant dans sa difficulté et grandir, parce qu'on en voit encore malheureusement. Et nos médecins se plaignent aussi. Mais l'enseignant ne nous a pas dit des enfants qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas, qui sont mutiques. Là, c'est des facteurs de gravité, de déviance qui, pour vous, devraient vous alerter. Donc, quand le médecin passe, même s'il passe pour la SM ou le CE, n'hésitez pas à l'interpeller. Tentez, j'ai ce petit qui... Voilà, maintenant, on va créer des ponts entre nous pour éviter de laisser les enfants encore plus en situation de Covid où les enfants sont restés trop longtemps à la maison. Bon, c'est pas moi, là, c'est pas le domaine de l'orthophonie scolaire, mais des orthophonistes voient aussi des enfants qui ont des difficultés pour se nourrir, pour s'alimenter. On parle alors de troubles de l'oralité, de plus en plus. Des enfants qui ont du mal à avaler. On parle de dysphagie. Et des enfants qui ont du mal à positionner leur langue. Et là, on parle de déglutition primaire. Et puis, nous avons aussi tous les accidents de la vie, les grands prématurés. Nous avons une orthophoniste au CHPF, en néonat.
Nous avons une orthophoniste aussi dans le service de neuro pour tous ceux qui sont aphasiques suite à un AVC, un trauma crânien. Et donc, nous avons une orthophoniste aussi, bon, c'est des vacataires, hein, au service ORL de l'hôpital pour tous les enfants en suspicion de surdité. Et puis, l'orthophoniste intervient aussi auprès des personnes qui auraient des lésions des cordes vocales et les enseignants sont leurs premiers clients. Donc, je parle de mes collègues qui sont libérales. Hein. Donc, et puis, il y a aussi toute la patientèle neuro, les malades d'Alzheimer, de Parkinson. Donc, l'orthophoniste est là aussi au cœur de la communication. Donc, vous voyez bien que là, nous sommes ensemble bien pour parler de la difficulté et de la grande difficulté. J'ai choisi ce matin un cas pratique à partir d'une histoire en images, une histoire séquentielle. Pour nous, en orthophonie, c'est l'histoire La chute dans la boue. Donc, c'est un petit garçon qui m'arrive, il a 4 ans et demi, et qui me dit « Le tâton tout, il tombe à tôt tu tiens, il est tout à, il pend pas, et puis il est tout pop. » Là, vous avez un petit comme ça, je pense que vous en avez plein des comme ça. Hein, c'est là, voilà. Mais celui-là, il a 4 ans et demi. Hein, il est inintelligible. Il a quand même du lexique hein, et il pousse des colères. Et c'est ce qu'il fait qu'il va venir interpeller la maîtresse. Hein. Donc, voici le corpus, hein, l'échantillon, avec l'histoire en images. Donc, il s'agit bien, le garçon court, il tombe à cause du chien, il est tout sale, il prend son bain et puis il est tout propre. Ça va beaucoup mieux avec l'image. Hein. Donc, avec le contexte, hein, votre décodeur s'est mis en marche et vous avez presque tout compris. Alors, à partir de ce qu'il me renvoie, ce petit-là, je vais vous parler de ma pratique, la mienne. Hein. Je ne prétends pas détenir la solution, mais moi, qu'est-ce que je ferais avec un petit qui m'arrive comme ça? Alors, le diagnostic, il annonce un trouble isolé des sons de la parole, ou on appelle aussi un trouble phonologique ou un retard de parole. Et donc, ce trouble, il affecte l'intelligibilité. Hein, ce petit, il est inintelligible, on le fait répéter, donc il pousse des colères, et puis après, il n'a plus envie de parler. Hein, et puis, maîtresse de son côté, elle s'excite, maman s'excite. Voilà. Donc, il nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Trouble phonologique ou retard de parole? Alors, ce n'est pas simple hein, de se retrouver dans toute cette terminologie. Pour commencer, il est absolument nécessaire, pour favoriser la perception des mots et leur apprentissage pour nous, c'est les cas moi en orthophonie, mais je pense que vous aussi, maîtresse Marin, de ralentir votre parole afin de permettre à l'enfant de vous imiter. Parce que des fois, on est parti dans le frontal, hein, puis vous avez des petits là. Voilà. Moi aussi, ils me disent hein, doucement. Donc, j'ai compris qu'il fallait ralentir tout simplement la parole. Et puis, bien sûr, il nous faut ralentir notre parole, mais ça ne suffit pas. Parce que pour apprendre à parler, eh bien oui, il faut parler. Si, même si c'est difficile, il faut leur parler. Hein? Alors, comment je fais Par quoi je commence? Ça dépend. Hein? Ça dépend par quel bout prendre ce petit bonhomme. Parce que alors, on va avoir plusieurs démarches. Soit je vais regarder dans la perspective développementale et je vais sortir mes grilles de développement, hein, les échelles de développement, et voir comment ce petit bout, il s'insère, où est-ce qu'il se situe. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de ces différences interindividuelles, surtout chez nous ici, à Tahiti. N'oublions pas que ce n'est pas notre langue. Hein. Donc, on veut leur faire apprendre le français. Mais mon objectif à moi, orthophoniste, c'est qu'ils communiquent. Ce n'est pas forcément d'en faire des parleurs français. Hein? Voilà, il y a ça aussi. Hein? Après, l'école fait son travail. Donc voilà, alors l'échelle développementale, pour nous, c'est des petits, ce n'est pas vraiment leur langue. OK, donc, mais j'ai ça dans ma tête. Après, il a des problèmes d'articulation. Quel phonème je vais choisir? Mais en sachant que il y a des phonèmes qui sont plus difficiles parce que pas justement dans notre répertoire phonétique à nous.
ou alors je choisis un phonème qui est plus facilement stimulable. Bon, là, on parle de technique, hein. Donc, j'ai ça dans mon plan de traitement. Et donc, vous voyez bien que c'est complexe et qu'il faut malgré tout prendre des décisions et que donc, en fonction des recherches scientifiques, de notre expertise, des souhaits du patient et de la famille, hein, donc on tient compte de tout ça. Et donc, ces décisions, je l'explique aux parents. Nous leur faisons rentrer dans notre séance. Ils s'étonnent souvent, mais ils sont partenaires, ils observent, parce que moi, je leur dis que je leur montre une façon de parler, un lexique, et que leur enfant est capable d'être à ce niveau-là. Donc, pour qu'ils puissent après modéliser à la maison. Et surtout, nos familles, hein, elles ne sont pas très, voilà, comprennent pas qu'on les invite à venir dans nos salles. Et donc, c'est aussi les rétablir dans leur rôle de parents et d'acteurs. Parce que pour nous, pour qu'ils viennent au centre, voilà, ça a beau être gratuit, hein, c'est très difficile de venir parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Ils ont un téléphone, mais ils n'appellent pas souvent, ils n'ont pas de crédit. Enfin, voilà la problématique de nos familles, hein. Donc, avant, c'est aussi vraiment les apprivoiser et les remettre à leur place. Donc c'est complexe, hein, c'est sûr, hein, pas de baguette magique. Et donc, si par exemple, mon petit Keanu, il veut commencer par le K, alors que pour moi, c'est un des phonèmes les plus difficiles. Moi, je n'aurais peut-être pas pris ce chemin-là, mais lui, c'est dans son prénom et qu'il veut que quand il dise à maîtresse que je m'appelle Keanu, ça sorte bien comme il faut. Si la motivation du petit, elle est là et forte, eh ben, je vais prendre ce chemin-là. Ou si je sens que c'est peut-être par un autre chemin, je vais l'argumenter auprès des familles avec des schémas, voilà, pour avoir l'adhésion du petit et de la famille. Hein, parce que moi, je ne peux pas imposer un traitement sans que la famille adhère. Surtout quand ils sont tout petits comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit pour mettre notre petit bonhomme en confiance, hein, pendant quelques séances, parce que les petits que je rencontre au centre, ils sont tous étonnés que je leur parle déjà. Tiens, cette madame, elle me parle. Elle s'intéresse à moi. Hein. Donc, il est au centre, voilà. J'ai du temps que pour lui. Donc, je vais commencer à faire une approche globale. On commence avec des comptines. J'utilise la DNP, ça s'appelle la dynamique naturelle de la parole. Je fais beaucoup de gestes. On met des couleurs, on met des traces, hein, et ça leur parle à nous. Parce que dans le polynésien, il est très dans le corps et dans les mouvements. Donc ça, déjà, ça laisse des traces. Et c'est, comment dire, c'est comme Claire disait, c'est utiliser, c'est contourner la difficulté et donc lui proposer un autre moyen d'accéder au langage. Hein. Et donc, bon, après, il y a les petites histoires aussi, des jeux, et je propose aussi un travail de discrimination auditive, donc voilà, avec des mots simples au début, avec des contrastes phonétiques importants, hein, pour ne pas attaquer en frontal sa difficulté. Et puis, je fais aussi un travail, après, dans la progression, j'arrive à stimuler le son sur lequel il a un petit peu plus de mal. Ça se construit avec l'enfant en fonction de ce qu'il nous amène et en fonction aussi de ce que l'école peut nous renvoyer. Alors moi, j'ai mis en place un classeur qui circule chez l'enfant en tous les cas, pour que la famille, puisqu'elle est avec nous en séance, puisse refaire les exercices, pour que quand ils reviennent, on puisse avancer. Et donc, ce classeur, il est disponible si maîtresse, voilà, dans le cartable. Vous sachez qu'il y a un classeur pour nous qui circule entre l'orthophonie et la maison. Actuellement, mon petit bout, il a 5 ans et demi et nous avons arrêté la rééducation parce que il est intelligible. Moi, ce sera mon objectif. Hein. Je dis, c'est pas d'en faire un parleur. Il est intelligible et donc il commence à entrer dans la lecture. Il ne fait plus de colère. Il s'intéresse aux livres, mais je ne le laisse pas comme ça dans la nature. Je demande à maman de me le rappeler. On se rappelle, on fait le point par téléphone. Comment ça va
Et je le suis comme ça de loin en loin. Hein, et voilà. Parce qu'en même temps, voilà, on a une liste d'attente qui est donc pour libérer des places et puis pour rendre le petit autonome dans sa famille. On arrive vers la fin pour moi. Je voulais vous dire que j'ai trouvé dans un de mes articles une des professeurs en linguistique qui mettait que l'un des outils les plus précieux dont nous disposons pour nos interventions langagières, c'est bien le langage que nous adressons aux patients. Et donc, vous aussi, à vos enfants. Et donc, j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit, finalement, eh bien, nous servons bien à quelque chose. Hein, et même si on n'a pas forcément besoin de toutes nos... Si, nos fiches sont là, hein, nos fiches pédagogiques, notre matériel, mais la façon dont nous nous exprimons aux petits, ça déclenche déjà une première approche. Je vous souhaite une rentrée paisible malgré tout, beaucoup de plaisir avec vos petits. Merci. Bonjour à tous et puis merci d'avoir fait cette intervention. Juste une question par rapport au suivi de ces élèves-là sur le plan orthophonique. Actuellement, nous avons toujours fait le lien avec ces suivis-là et souvent, ce sont des orthophonistes libéraux. Ma question, elle est, puisque nous savons que nos enfants sont suivis au centre médical de la mère et de l'enfant. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas eu cette occasion-là d'avoir les orthophonistes qui suivent ces élèves-là pendant nos équipes éducatives. Parce que pour nous, c'est important pour faire le lien, mais aussi pour avoir le bilan de ces enfants-là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible d'avoir l'intervention de ces orthophonistes-là? J'entends deux sous-questions. Hein, il est question du bilan orthophonique, de ce fameux compte-rendu confidentiel. Hein. Alors, ce compte-rendu, il est rendu aux parents. Il est dans les mains du parent, qui le diffuse à qui il le veut. Donc, si vous avez besoin du bilan de monde, il vous le donne, c'est son libre choix, ou entre les mains du médecin prescripteur. Et c'est vrai qu'à aucun moment l'orthophoniste ne vous donnera le bilan orthophonique. Hein? Ça, c'est une chose. Après, on peut s'appeler. Moi, je vous dis, voilà, les grandes lignes. Mais le compte-rendu de bilan orthophonique, il est fourni aux parents. Il lui, après, le donne ou pas à ceux qui le demandent. Mais en équipe éducative, en général, le médecin, enfin notre médecin, en tout cas, quand il vient à l'équipe éducative, il a tous les comptes rendus. À moins qu'après, voilà. Hein. Après, l'orthophoniste se déplace en équipe éducative. Alors, moi, je parle pour ma part, c'est compliqué parce que, venir, je comprends que là, il y a tous les professionnels. Hein. Bien sûr qu'on aimerait venir, on essaye, on travaille à ça. Parce que nous, on nous a souvent gardés au centre parce que venir aux équipes, c'est laisser le traitement. Hein, il y a ça aussi. Puis nous, on n'est pas nombreux. Hein, moi, je suis toute seule. Et les collègues en libéral, il me semble que certaines se déplacent. Ou voilà. Voilà la problématique des équipes éducatives. Alors, au centre, quand c'est vraiment des troubles, des grosses situations, on fait l'effort de se déplacer. Sinon, c'est le médecin qui nous représente avec nos comptes rendus et nos observations, si possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas carré comme dans... Voilà. Après, si on peut s'échanger avant l'équipe éducative, n'hésitez pas. Hein. On pourra vous faire une note d'évolution. Hein, du départ, de la prise en charge, et puis de là, quand il y a l'équipe, et puis on pourra avoir vos retours aussi. Donc, voilà. Merci. Là, au moins, c'est clair. On sait qu'il y a un intervenant lors de nos équipes éducatives, si besoin et en fonction des besoins de l'élève. On sait très bien maintenant que c'est le médecin scolaire qui représentera l'ensemble des suivis des élèves que vous avez à charge. C'est ça. Dans tous les cas, c'est vraiment dans un cadre de partage au niveau de ces bilans-là, et puis pour que nous, au sein de l'école, on puisse continuer à faire évoluer l'enfant
dans sa scolarité. En tous les cas, merci beaucoup. Mais vraiment, faites de nos médecins des partenaires privilégiés. Hein. Ils se désolent de ne pas être interpellés quand ils viennent dans vos cours d'école. Personne ne m'a demandé. Donc, ils viennent faire leur visite, c'est clair. Mais là, saisissez-la, demandez-lui. Ouais, j'aimerais juste exprimer ma reconnaissance tout d'abord pour cet échange et pour ce partage que nous avons eu aujourd'hui, pour toutes les connaissances que vous nous avez apportées pour pouvoir affiner notre regard et éduquer aussi notre regard pour qu'on puisse mieux accompagner nos élèves. Donc, merci pour cela. Et la deuxième chose, j'aimerais poser une question à monsieur l'inspecteur. Quelle est la politique en termes de raccourcissement et de prolongement dans un cycle? Vous devriez recevoir prochainement une note qui est en cours d'écriture. Pour ce qui concerne les maintiens en maternelle, ce n'est possible que si c'est demandé par la CTES. Pas de maintien en grande section parce que l'enfant serait en difficulté. On maintient l'enfant en grande section uniquement s'il est du coup dans le champ du handicap. Par rapport à ça, ça veut dire que, du coup, on l'a dit tout à l'heure, ne pas attendre la grande section, mois d'avril, pour s'apercevoir que l'enfant est en grande difficulté. Il peut être en grande difficulté dès la petite section si, effectivement, il n'est pas du tout dans la relation, s'il ne communique pas, s'il refuse l'attention, s'il ne peut pas maintenir son attention plus de 5 minutes, etc., etc. N'attendez pas pour signaler à la médecine scolaire, signaler au DAZ pour effectivement qu'on puisse prendre en charge et accompagner cet enfant. Donc, premier type de réponse, pas de maintien à l'école maternelle en dehors d'une décision CTES. Vous allez recevoir prochainement un document pour ce qui concerne la poursuite de scolarité, cycle 1, cycle 2, cycle 3, ça sera spécifié, ou dans un autre document qui est en cours d'écriture, qui va s'appeler règlement territorial type. Et donc, dans ce règlement territorial type, qui va vous permettre d'établir des règlements d'école, eh bien, il y aura ces informations. Ensuite, pour ce qui concerne le raccourcissement de cycle, soit il est demandé par l'école, soit il est demandé par les parents. Là, je vous donne un avis un peu plus d'inspecteur qu'un avis qui peut être partagé sur l'ensemble du territoire. Donc, il y aura lieu d'interroger éventuellement votre inspecteur de circonscription. Pour moi, si l'école demande un raccourcissement de cycle, ça veut dire que l'école a repéré des compétences particulières qui font qu'ils aient cette demande. Donc, il y a lieu de se rapprocher de la famille pour savoir si la famille accepte ce raccourcissement de cycle et effectivement le passage d'une classe maternelle ou directement le passage de moyenne section en CP. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe décide que non seulement, effectivement, en termes d'acquisition, en termes cognitifs, donc, en termes de langage, en termes affectifs aussi, l'enfant ne pose pas de problème et va s'acclimater en CP. Donc, il y a lieu éventuellement que l'équipe se rapproche de la psychologie scolaire pour avoir un avis. Mais dans ce cas-là, si c'est l'école qui demande, c'est assez simple si la famille est d'accord. Parfois, c'est la famille qui demande. Et là, l'équipe n'est pas forcément d'accord. Eh bien, moi, ce que je préconise, c'est que dans ce cas-là, on se rapproche systématiquement de la psychologie scolaire qui va tester l'enfant avec l'autorisation des parents, bien évidemment, et qui fera un compte-rendu systématique et qui apportera son expertise pour, du coup, valider ou non la demande des parents. Et du coup, l'équipe pédagogique se positionnera par rapport à la demande des parents, par rapport à l'avis de la psychologie scolaire, si oui ou non, il y a un raccourcissement de cycle ou pas. Voilà ma position qui est
peut-être partagé par les inspecteurs, peut-être que non. Parfois, vous allez avoir l'inspecteur qui va vous dire, dans tous les cas, on fait appel à la psychologie scolaire. Pour moi, avec l'expérience que j'ai, si l'équipe pédagogique, c'est-à-dire vous, qui connaissez souvent l'enfant de 1 an, 2 ans ou parfois 3 ans, vous proposez le passage, c'est que généralement, vous ne vous trompez pas. Donc, ça ne sert à rien de demander l'expertise de la psychologie scolaire qui va vous dire « Oui, oui, vous aviez raison de le demander, il est prêt ». Si vous dites qu'il est prêt, généralement, ça ne sert à rien de demander un travail à la psychologie scolaire qui a autre chose à faire, souvent, et pas pour les submerger de travail. Par contre, si vous hésitez, là, leur expertise est nécessaire. Et si les parents le demandent et que vous n'êtes pas sûr, là, c'est nécessaire. Voilà ma réponse. Mais peut-être les psychologues qui sont dans la salle ont un autre avis. S'ils veulent intervenir, c'est possible. Bonjour, donc je suis Corinne Baldi, psychologue sur le secteur de Pirée. Je suis ravie de ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, je partage complètement votre opinion. Les enseignants sont les mieux placés pour savoir si un enfant est prêt pour passer dans la classe au-dessus, c'est-à-dire avoir pour compagnon déjà des enfants un petit peu plus âgés et être prêt pour les apprentissages. Vous êtes les mieux placés. Après, effectivement, nous, on est là pour apporter quand même un autre regard, un regard, on va dire, pour avoir un regard croisé sur la situation. Et effectivement, il faut nous solliciter le plus tôt possible, d'ailleurs. Mais on viendra appuyer, en général, votre avis. S'il y a vraiment un doute parce qu'il y a disharmonie, on va dire, entre une maturité psychologique et une maturité cognitive, ce qui peut arriver, oui, là, c'est important qu'on donne notre avis. Mais sinon, vraiment, la plupart du temps, on vous soutient dans le projet, qui est en général tout à fait fondé. Voilà. Alors voilà, j'ai une question. Comment peut-on savoir qu'un enfant en grande difficulté doit être suivi par un orthophoniste ou un spécialiste de la psychomotricité? Comment ça se passe? Alors, en langage, alors les signes de gravité, les signes d'appel, hein, si on parle de grande difficulté, un enfant qui ne parle pas ou un enfant qui a un charabia, et donc là, on va tendre vers la dysphasie. Il ne comprend pas, il est sourd. Le langage, c'est un autre code, en fait. Vous lui parlez, il ne comprend pas, il a des grands yeux. Donc là, déjà, vous aurez beau, avec le langage oral, ça ne passe pas. Donc l'orthophonie, après, bon, si c'est des problèmes d'articulation, si c'est un retard de parole, si c'est un retard de langage, en maternelle, hein, ce langage oral. Alors, la grande chance qu'on a au centre, c'est vrai que depuis que mes collègues psychomotriciennes sont là, c'est qu'on a des prises en charge conjointes. C'est vraiment une complémentarité puisque le corps, hein, là au niveau du langage, je vois bien qu'ils sont, même dans leur corps, hein, ça ne passe pas, ça ne peut pas passer au niveau de la bouche. Donc, moi, je resterai à ma place. Le langage, ça s'entend, ça se voit. Avec leur... Après, la psychomote, je pense qu'elle pourra rajouter aussi l'orthophonie, je pense que c'est plus simple. Je ne sais pas. Hein, après la psychomotricité... Claire, tu veux rajouter? Simple que la psychomotricité, ça passe toujours par le médecin scolaire. Hein. Nous sommes exactement comme l'orthophonie, soumis à la prescription. Donc, en aucun cas, on peut recevoir un enfant directement sans un passage chez le médecin, en fait, hein, que ce soit dans notre structure ou dans le privé, en fait. Hein. Donc, en premier lieu, c'est le médecin qui va recevoir l'enfant, qui va l'évaluer au travers de batteries de tests. Hein. Là, ce qui va se passer suite à l'évaluation qui va être menée cette année, c'est que suite au renseignement de cet outil de repérage, le médecin va venir dans l'école avec des tests et des batteries de tests plus spécialisées et va venir pointer des domaines de difficulté de l'enfant pour cerner sa difficulté et l'orienter au mieux. En psychomotricité, les signes d'appel, ça va être en premier lieu ce qui est le plus visible, je vais dire, le comportement. Cela, il nous arrive souvent. C'est les enfants qui sont agités, qui ne tiennent pas en place, qui n'écoutent pas, qui sont brusques avec les autres, qui sont intolérants à la frustration, qui se roulent par terre, qui crient, qui expriment leurs émotions souvent via leur corps et qui n'arrivent pas à les mettre en mots et à les verbaliser, en fait. Après, on va recevoir celui qui fait moins de bruit, l'inhibé, qui va être au fond de la classe, qui est passif, qui ne parle pas beaucoup, qui ne prend pas d'initiative.
On le reçoit à partir du moment où l'inhibition, elle entrave son développement. Si on voit que même dans la motricité, même dans les parcours, dans les jeux moteurs, on n'a pas une libération du mouvement, là, on s'inquiète parce que du coup, ça veut dire que tout est entravé. C'est l'enfant qui va être dans son coin en classe, mais qui, dans la cour de récréation, joue, parle avec les autres, s'amuse dans les parcours de motricité. Celui-ci ne nous inquiète pas du moment qu'il rentre dans les apprentissages. Par contre, l'enfant qui est comme s'il était sur pause et qui ne rentre dans rien, que rien ne permet rien ne lui permet de s'épanouir ou de s'ouvrir à l'autre, celui-ci, il faut l'adresser au médecin scolaire pour qu'il y ait une investigation et un bilan qui soit fait. Après, on va recevoir tous les enfants qui ont des difficultés à se repérer dans l'espace et dans le temps, mais des difficultés qui empêchent l'apprentissage. En fait, ça ne va pas s'agir juste il ne connaît pas les notions spatiales, il va s'agir non seulement il ne connaît pas les notions spatiales, mais il ne sait pas reproduire une figure d'après un modèle, il ne sait pas construire quelque chose, il ne sait pas se situer dans l'espace. Et du coup, ça va entraver le développement des autres apprentissages, notamment le graphisme, l'écriture, etc. On peut recevoir aussi des enfants qui ont des troubles de la relation, qui vont avoir du mal à se situer dans la relation par rapport à l'autre, qui ne vont pas savoir comment interagir avec l'autre, comment communiquer avec l'autre sur le plan non verbal, parce que sur le plan verbal, ce sera plus de l'ordre de l'orthophonie, et qui, du coup, vont être entravés dans leurs interactions avec autrui, en fait. C'est très vaste, la psychomotricité, c'est vraiment difficile de synthétiser. Généralement, ce qu'on m'envoie le plus, c'est les difficultés graphiques, parce que ce sont des signes d'appel. Ma difficulté, mais ça, on reviendra dessus, on aura d'autres occasions, je pense. Ça va être de dissocier, pour tout ce qui est graphique, ce qui va être lié à un trouble psychomoteur, c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas construit son espace, il n'a pas développé ses habiletés manuelles, il n'arrive pas à gérer son tonus, sa posture, ses mouvements, et tout ça, ça a un incident sur la mise en place de son geste graphomoteur, de l'enfant qui simplement n'expérimente pas, ne manipule pas, et du coup, n'a pas développé les habiletés qu'il faut. C'est celui qui est entravé dans son développement qu'on va recevoir, mais qui bénéficie de stimulation. Celui qui ne bénéficie pas de stimulation, il faut d'abord lui proposer des stimulations pour voir si une stimulation permet de régler le problème ou pas. Quand ça résiste à une stimulation au-delà de 2-3 mois, il faut adresser au médecin scolaire en fait, pour faire un bilan. En fait. Et comme le dit Sandrine, même si on est débordé, il vaut mieux faire des bilans pour rien, ce qui vous permettra peut-être aussi au fur et à mesure de discerner ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas, que de passer à côté de certaines choses. Il nous arrive encore trop souvent des enfants non lecteurs ou des enfants qui ne communiquent pas ou des enfants qui ne rentrent pas dans l'écriture même de leur prénom et qui sont en CP, en CE1, en CE2, on a même pire, et qui n'ont jamais été, à un moment donné, ciblés, en fait. Et là, on arrive trop tard et on est en bout de course, en fait. On va avoir beaucoup, beaucoup de mal à les aider. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle la psychiatrisation sur un mode déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est carencé, qui n'est pas stimulé, même s'il ne présente pas de trisomie 21, même s'il n'est pas un grand prématuré, même s'il n'a pas de lésion neurologique, il peut y avoir à un moment donné le cerveau qui ne se développe pas. Et l'enfant, il va du coup acquérir tellement de retard qu'on va parler d'une déficience intellectuelle acquise. Et acquise par l'environnement et le contexte et non pas par une pathologie, en fait. Et là, malheureusement, à part orienter, on ne peut pas faire grand-chose. Pour répondre donc d'une façon complémentaire à ta question très précisément, ce n'est pas la problématique de l'enseignant de l'adresser à la psychomotricienne ou à l'orthophoniste. Votre travail, c'est de vous centrer sur les seuils et les items qui ont justement été ciblés, puisque ces items, ce sont ce qu'on a appelé dans le cours des échanges les signes d'appel. Il y a un certain nombre de signes d'appel lorsqu'on a des troubles spécifiques de langage et des signes d'appel lorsqu'on a des troubles spécifiques de la motricité, etc. Et donc, du coup, nous, on a pris ces signes d'appel. Vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Vous savez qu'il est en grande difficulté sur ces signes-là. C'est ça l'important. C'est ça important de le signaler au médecin du dispensaire dont vous dépendez, puisque, encore une fois, cet outil peut être utilisé partout. Donc, vous vous adressez au médecin du dispensaire dont vous dépendez, et c'est a priori lui qui doit poser le diagnostic et ensuite préconiser une rééducation en
psychomotricité, en orthophonie, etc. Vous, votre problème, il est pédagogique. Ne rentrez pas dans un autre métier. Vous restez centré sur les items et les compétences scolaires. La seule chose que vous dites, il est en grande difficulté ou il est en difficulté. C'est tout. Après, vous passez le relais. D'accord? Ça répond à ta question? Et donc, en complément de ce que vient de dire monsieur l'inspecteur, moi, il me semble fondamental, pour rebondir sur ce que disait Claire, c'est que ce que vous allez voir, ce sont des éléments, ce sont des seuils, ce sont des indicateurs. Mais ça n'explique pas d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a difficulté, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas confondre la cause et la conséquence. Et comme ça a été dit de manière très claire, la conséquence, si elle est globale, environnementale, liée au contexte dans lequel a grandi cet enfant, à ce moment-là, c'est intéressant aussi de solliciter le DAZ, parce que c'est là que le DAZ travaille. Du coup, on est sur l'articulation. Moi, il me semble très important de travailler en partenariat, DAZ, l'équipe du centre, les enseignants, pour ne pas faire d'erreur d'indication. L'indication, effectivement, ce n'est pas votre ressort. Vous êtes juste, vous allez repérer des signaux. L'indication, après, elle appartient aux professionnels spécialisés là-dedans, qui vont pouvoir identifier, démêler la cause de la conséquence et voir quelle aide va être le plus aidante pour l'enfant. Donc, il me semble, alors je ne sais pas si c'est prévu, mais il me semble fondamental qu'on puisse travailler en partenariat pour éviter de partir sur des aides qui ne seraient pas adaptées et donc qui feraient perdre du temps au lieu d'en faire gagner. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'il est vraiment important de souligner le fait qu'on observe un enfant dans sa globalité. On l'observe dans sa globalité à l'école. Et effectivement, cet outil, il est très, très intéressant parce qu'il apporte un regard croisé, à mon sens. Il apporte un regard croisé des enseignants, du DAZ et des partenaires extérieurs médicaux ou autres, ou paramédicaux. Donc, il faut vraiment qu'on le laisse, qu'on le prenne pour ce qu'il est. C'est vraiment, comme l'a présenté monsieur l'inspecteur, un outil qui apporte un regard croisé. Moi, je pense que déjà, il faut peut-être rassurer les enseignants. Vous êtes là pour aider à ce diagnostic. En aucun cas, il ne peut être posé par quelqu'un d'autre qu'un professionnel. Donc là, vous êtes là pour alerter, ce que vous faites aussi quand vous alertez le DAZ. Donc, c'est pour ça qu'il est évident qu'on est associé à ce regard et que si vous avez le moindre doute, faites appel au DAZ. Vraiment, ne restez pas, je signale pas, j'en parle pas. Dans la mesure où on peut faire de la prévention, nous aussi, effectivement, en section de maternelle, en grande section de maternelle, c'est vrai qu'on peut apporter aussi notre regard et vous aider pour remplir cet outil. Ensuite, effectivement, il y a aussi dans le DAZ des maîtres G qui ont une formation justement à la globalité, la relation, le geste, la posture, le savoir-vivre, le savoir-être, qui sont aussi des personnels ressources précieux. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Il est évident que le CME est quand même débordé au niveau du diagnostic et de la prise en charge. Donc peut-être effectivement un premier passage par le regard du DAZ peut aider, à faire un premier tri peut-être et apporter des éléments de réponse aussi à l'école. Et encore une fois dans la globalité de l'enfant parce qu'il y a souvent des causes qui sont environnementales, psychologiques, etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais souligner.